Merci et chers tous, je suis très heureux de vous rencontrer, mais je dirais que c'est presque la 4e fois que je viens en Bretagne sur les 6 derniers mois. Et je trouve toujours dans cette région, qui me paraît bien loin de la mienne, moi je viens de l'Occitanie, mais enfin qui est une autre belle région aussi, vous en conviendrez, mais il y a ici un esprit PME extrêmement fort. La Bretagne, la Vendée, le Choletais, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes, que ce soit à Brest aussi. À chaque fois que je viens ici, je retrouve beaucoup de patrons de PME, beaucoup de clubs d'entreprises, beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire aussi, avec des patrons patrimoniaux. Et donc, c'est toujours avec un grand plaisir que je réponds à vos invitations. Alors, oui, merci de me donner la parole sur la PME. Je me qualifie de PMiste à l'université française. C'est un terme que j'ai éprouvé le besoin d'inventer parce que quand on regarde l'enseignement du management, que ce soit ici à l'université de Rennes, que ce soit chez moi dans mon université à Montpellier, que ce soit à Paris, que ce soit à Harvard, que ce soit au Japon ou en Suède, vous remarquerez que le management a été construit d'abord et avant tout sur le modèle de la grande entreprise. Et ce constat, je le tiens du fait que quand on parle des grands théoriciens du management, le premier nom qui vient en tête et qui est considéré comme le père fondateur du management moderne, vous en avez tous entendu parler, c'est Taylor, l'américain Frederick Winslow Taylor, qui a donné naissance au taylorisme. Mais Taylor, je vous pose une question, est-ce que vous pensez que c'est un homme, quand il va théoriser le management, qui a travaillé dans une PME? C'était un ingénieur qui, toute sa carrière, a travaillé dans le secteur de l'acier. Alors, j'ai rien contre l'acier, mais les aciéries, ce sont des grands groupes. Il y a un deuxième théoricien que j'aime bien évoquer, qui est considéré comme un père fondateur du management moderne. C'est un Français, c'est Henri Fayolle. Henri Fayolle finira sa vie en étant professeur à l'école des mines de Saint-Étienne. Et à 72 ans, il écrit un livre, on est en 1916, qui aujourd'hui encore, en fait, on a fêté son centenaire l'an dernier, est considéré comme un acte fondateur du management moderne. Mais quand Fayolle a théorisé le management, c'était un homme qui, toute sa vie, a été directeur général des mines de Commentry. Si vous voulez, pour situer, Commentry, c'est à côté de Montluçon. Montluçon, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est peut-être plus connu. Et c'est un homme qui, toute sa vie, a travaillé dans les mines, donc qui a théorisé quoi? Des histoires de grands groupes. Et aujourd'hui encore, j'ai ma fille aînée qui est en première, elle a des cours d'enseignement d'économie et d'initiation économique et sociale. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Eh bien, on lui enseigne le Fordisme, on lui enseigne le Toyotisme. C'est-à-dire que finalement, tous ces référentiels sont des référentiels des grands groupes. Or, quand je regarde les chiffres, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui crée des emplois dans le pays. Je fais partie, comme une grande partie d'entre vous, d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse. Eh bien, les PME, c'est 7 millions d'emplois. Quand on regarde les grands groupes, il y en a 243 en France. Il y a les 40 premiers du CAC 40, mais en tout, il y a 243 groupes qui ont plus de 5000 salariés. Ce bloc-là représente 4,5 millions d'emplois. Donc la PME 7, les grands groupes 4,5. Mais permettez-moi de rajouter un chiffre que trop souvent les économistes oublient, c'est les travailleurs non salariés. Parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est les emplois salariés. Mais les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les agriculteurs, les pêcheurs, les commerçants, les artisans, les professions libérales, parce que pour moi, un expert comptable qui a 3 salariés, il paye l'URSSAF, il cotise au RSI, c'est aussi un chef d'entreprise. Tout ce monde-là, c'est 3 millions d'emplois en plus. Donc en vérité, la PME, ce n'est pas 7 millions d'emplois, c'est 10. Eh bien, voyez-vous, quand on regarde l'enseignement du management, quand on regarde les théories économiques, elles sont toutes construites sur le modèle des grands groupes. Et ça produit ce que j'appelle un effet Gulliver. Un effet Gulliver, c'est un biais de représentation du monde à partir des géants. Et je vais prendre quelques exemples, et mon propos n'est pas polémique, il est analytique. Tu as parlé, Pierrick, de compte de pénibilité. Vous en avez entendu parler. Bon. Je suis moi-même aujourd'hui employeur à titre associatif. J'ai une entreprise de l'économie sociale et solidaire, comme dirait Benoît Hamon.
J'ai 3 salariés. Bon. Donc je suis assujetti, comme n'importe quel employeur, au compte de pénibilité. J'ai regardé dans le détail. Ça part toujours d'un bon sentiment. Tenir compte de la pénibilité au travail, ça part d'un bon sentiment et ça part d'un raisonnement qui est tout à fait juste. Mais quand on regarde la façon dont on a réduit le travail à une dizaine de questions, d'abord, premier constat que je fais, les questions sont très négatives. Hein, imaginons que vous avez un jeune qui a fait un stage chez vous, il s'est régalé. Il s'est régalé. Au bout de 3 mois, il a appris des choses. Puis au moment de partir, il dit, tiens jeune, j'ai oublié, reviens. J'avais oublié de remplir le compte de pénibilité. Alors, est-ce que tu as porté des poids? Est-ce que tu as eu froid? Est-ce que tu as eu chaud? Est-ce que tu as été... Non mais à la fin, le jeune, il va se dire, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais j'ai vraiment fait un boulot de merde. C'est-à-dire que les questions qu'on lui pose ne sont que négatives. On pourrait, au nom d'un certain équilibre au travail, poser la question aussi aux gens, est-ce que vous avez pris de la satisfaction à votre travail? Est-ce que vous avez pris du plaisir à votre travail? Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences? Est-ce que vous vous sentez un peu plus employable? Est-ce que vous êtes capable d'affronter un peu mieux l'avenir? Est-ce que vous avez gagné un peu plus de confiance en vous? Ces facteurs compensateurs, on n'en parle jamais. Donc il y a un effet, je dirais, extrêmement négatif. Mais là où il y a aussi un effet Gulliver, imaginons Renault, Carlos Ghosn, qui apprend qu'il y a un compte de pénibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il convoque son DRH. Il leur dit, voilà, il y a 130 000 personnes qui travaillent dans le groupe Renault, remplissez-moi les comptes de pénibilité, il me faut combien de temps? Écoutez, embauchez-moi 20 personnes, c'est terminé. Et à ce titre-là, les grands groupes seront toujours les bons élèves de la République. On peut même imaginer Carlos Ghosn, à l'époque, appeler le Premier ministre. À l'époque, c'était qui? Ça devait être Manuel Valls. Je l'imagine d'ici, d'ailleurs. Allô, Manuel, c'est Carlos. Non, mais c'est comme ça qu'ils doivent s'appeler entre eux, je pense. Et très bien, et dire, mais voilà, ça y est, c'est réglé. Maintenant, vous êtes un patron de TPE, vous avez 6 salariés. Comment vous faites? Vous convoquez votre DRH? Bien sûr que non. Et on voit bien que le monde de la PME ne fonctionne pas sur le modèle d'une grande entreprise en réduction. Une PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000. C'est par le jeu de la division du travail quelque chose qui est complètement différent. Et donc on voit bien qu'à chaque fois, nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, ne comptez pas sur moi pour dire tous pourris. Je veux croire que nos élites sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais ce que je dis, c'est que quand on regarde les grandes écoles, je suis issu, moi, d'une école qui s'appelle l'École normale supérieure. J'ai passé une agrégation d'économie en 5 années d'études d'économie. Combien de fois j'ai entendu le mot PME? Voilà. Non, c'est la réponse. Vous avez bien répondu. Je n'ai jamais entendu parler de PME en passant une agrégation d'économie. Le mot artisanat, je sais, Pierrick, que c'est quelque chose qui est important à tes yeux. L'artisanat, hein, c'est une première entreprise de France. À votre avis, vous pensez que j'ai entendu parler d'artisanat en passant une agrégation d'économie? Un jour, j'ai dit à un de mes collègues à la fac, je m'intéresse à la santé des artisans. Il me répond, ah, c'est un sujet exotique. C'est un sujet exotique, la santé des artisans, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les PME sont partout en Occitanie. Les PME sont partout en Bretagne. Les PME sont partout dans les Hauts-de-France. Elles sont partout à Paris. Elles sont partout en Europe. Partout dans le monde, elles sont partout sauf dans les livres. Les PME sont partout sauf dans les théories. Et je considère qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, on se représente le monde uniquement à partir des grands groupes. Et après, on généralise. Je vais prendre un autre exemple, parce que là, en tirant sur le compte de pénibilité, ils vont se dire c'est un représentant des Républicains. Non, 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 non. Je vais faire bon poids, bonne mesure. À l'époque, Sarkozy était aux affaires. Bon. Et son ministre des Affaires sociales était un dénommé Xavier Bertrand. Moi, je n'ai pas oublié. C'était il y a 7 ans. Peut-être que certains s'en souviennent. Les services de Xavier Bertrand s'étaient mis en tête que dans les TPE, il n'y a pas de dialogue social. Et vous savez quel était leur raisonnement? Ben, vous comprenez, dans les TPE, il n'y a pas de CHSCT. Donc il n'y a pas de dialogue social. Pire, dans les TPE, il n'y a pas de délégué du personnel. Donc s'il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a pas de dialogue social. Alors que n'importe qui connaît le monde de la TPE vous dira, mais n'importe quel dirigeant, au premier coup d'œil,
Il voit qui est en forme, qui n'est pas en forme. Moi, je vous vois là pour la première fois, je ne sais pas, c'est peut-être votre tête habituelle. Je vous vois, et puis le lendemain, je vous revois autrement, et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas besoin de passer par le truchement d'un syndicat pour entamer un dialogue social. Je ne suis pas pour autant en train de vous dire que dans la PME, tout est génial. Il y a un deuxième écueil, c'est le small is beautiful. Non, il y a des dirigeants de PME pour lesquels on ne travaillerait pas plus de 2 jours, peut-être même plus de 2 heures. Mais il n'empêche que le mode de fonctionnement de la PME ne fonctionne en rien comme celui de la grande entreprise. Et quand on regarde effectivement beaucoup de dispositifs, beaucoup de règles, beaucoup de règlements, beaucoup de standards, beaucoup de normes qui s'imposent à tous, quand on est dans un grand groupe, on a un staff autour de soi qui nous protège. Mais quand on est dans une PME, on n'est pas du tout dans le même registre. Je vais prendre une anecdote qui m'avait marqué. C'était il y a 4 ans. C'était à l'époque le MEDEF à Montpellier qui avait invité Henri Lachmann. Henri Lachmann, c'est l'ancien président du directoire de Schneider. Il est maintenant, je crois, président du conseil de surveillance. Et je me souviendrai toujours, alors d'abord, il commence par dire qu'il était de la même promotion d'HEC que Georges Frêche. Permettez-moi de faire une parenthèse de Montpellierin, mais nous, à Montpellier, on aimait Georges Frêche, voilà, je vous le dis. Voilà, il a été dénigré par les médias de manière éhontée, mais nous, on aimait Georges Frêche. Donc, du coup, quand Lachmann a dit ça, il s'est mis toute la salle dans la poche. Et à un moment donné, Lachmann dit, vous savez, quand j'étais à la tête du directoire de Schneider, quand on avait 1 million d'euros d'impayés, vous avez bien entendu, hein, 1 million d'euros d'impayés, je n'étais pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, vous? Alors, vous imaginez, dans la salle, il n'y avait que des patrons de PME. Alors, du coup, ça jetait un froid. Et jeter un froid au mois de juillet à Montpellier, il est fort, Lachmann, hein, parce qu'il faisait chaud dans la salle. Hein. Et donc, quand il a vu son effet, il a dit, non, excusez-moi, j'ai dit 1 million d'euros? Non, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Et de rajouter, parce que Lachmann est un type hyper intelligent, dire, vous comprenez, dans un grand groupe, il y a un staff qui nous protège, il y a une division juridique à l'intérieur de laquelle il y a un service des contentieux, et par le jeu de la division du travail, eh bien, il y a, je dirais, des gens qui vont gérer les problèmes à ma place. Mais quand vous êtes dans une TPE et que vous avez 10 000 euros d'impayés, vous n'êtes pas au courant? Je pose la question. Vous n'êtes pas au courant? Bien sûr que si. Pire que ça, certains vous diront, mais moi, ça m'empêche de dormir. Immédiatement, ça impacte le sommeil. Et je peux vous dire qu'avec l'Observatoire sur la santé des dirigeants que j'ai créé, on a mesuré, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, les problèmes de trésorerie. C'est un des stresseurs les plus récurrents et les plus intenses des dirigeants de PME. Les problèmes de trésorerie, ça ronge la vie, ça s'insinue même dans la nuit. Il y a des dirigeants même qui me disent parfois « je m'endors avec mes problèmes de trésor ». Des fois, je me réveille en pleine nuit et j'ai trouvé la solution. Si vous saviez le nombre de dirigeants de PME qui dorment avec un carnet la nuit, parce qu'ils s'endorment avec des problèmes et en pleine nuit, j'ai des témoignages extraordinaires d'hommes et de femmes qui sont capables d'écrire en pleine nuit sans réveiller le conjoint ou la conjointe. Et d'ailleurs, un jour, j'avais même un artisan qui me dit le lendemain matin, j'arrivais pas à me relire. C'était terrible. Mais bon, donc apprenez à lire en pleine nuit. Mais on voit bien que le monde de la PME et le monde de la grande entreprise n'est pas la même chose. On a d'un côté ce que j'appelle un management distal, ça c'est les grands groupes, où vous avez de la division du travail, où vous avez d'un côté l'actionnaire, de l'autre côté le manager, d'un côté le manager, de l'autre côté le salarié. Il y a un directoire d'un côté, un conseil de surveillance. Je dirais que même si vous lisez les rapports Viennot 1, Viennot 2, les rapports Bouton, ils justifient même la distanciation entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont managers. Mais dans la PME, TPE, c'est l'inverse. Celui qui dirige son entreprise, il est patron patrimonial. Et je dis donc du coup, il faut théoriser le patron patrimonial. Et j'irais même jusqu'à dire le patron patrimonial patriotique. C'est la même chose tout ça. Hein. Le mot patrimoine, le mot patrie, ça vient du mot pater, qui veut dire à la fois le père et le défenseur, le patronus. C'est la même logique. Dans les grands groupes, tout ceci a complètement disparu. Et donc, vous comprendrez, je dirais, le premier sens de mon intervention. Il est très important à mes yeux de promouvoir les PME, non pas par des réflexes poujadistes.
Moi, je dirais toujours, défendre la PME ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la promouvoir. Les impasses pour jadis ont toujours été des impasses. Que ce soit Nicou avec le Sidunati, le CDCA de pousser chez moi, qui a fini avec 2 balles dans la tête, ce sont des impasses. Non, ce qu'il faut, c'est promouvoir la PME. Et comment la promouvoir? En la théorisant. Il faut théoriser la PME. Et du coup, mon message sera très simple, hein, c'est écrivez des livres. Écrivez des livres. Combien parmi vous vous, patron de PME, écrit des livres? Levez la main. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns peut-être, mais levez la main. Il y a peut-être quelqu'un de timide qui n'ose pas. Enfin, personne? Eh bien, voyez-vous, c'est ça le problème de la PME. Carlos Ghosn a écrit des livres. Jean-Marie Messier a écrit des livres. Henri Lachmann a écrit des livres. Le problème de la PME, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans la civilisation de l'écriture. Et du coup, aujourd'hui, quand je regarde objectivement la PME, elle n'a pas d'historien, elle n'a pas de sociologue, elle n'a pas d'économiste. Lisez le livre de Piketty. Mais Piketty, c'est une dénonciation, comme tous les marxistes, du grand capital. Je vous défie de trouver une page sur les PME dans l'analyse de Marx et Engels. Je vous défie de trouver une page sur les PME chez Lénine ou Rosa Luxembourg. Les marxistes, et si j'en parle, c'est parce que les primaires d'hier nous amènent à voir qu'il y a encore une ligne de fracture au sein de la gauche française, entre ceux qui sont quelque part d'une obédience plus ou moins marxiste et ceux qui ne le sont pas. Mais dans le marxisme, je vous défie de trouver une page censée sur la PME. Le marxisme, ce n'est jamais que la dénonciation du grand capital. Et la PME, ben je dirais, ça les rend dingues, les marxistes, pour une raison simple. C'est que c'est Marx qui l'écrit. La première phrase, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et pour que la lutte des classes fonctionne, il vous faut des riches et des pauvres, des très riches et des très pauvres. Or, le problème, c'est que la PME, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça les rend dingues, les marxistes. Vous voyez, c'est le grumeau qui ne passe pas dans l'analyse. Le patron patrimonial, patriotique. Quand vous entendez le numéro 1 de la CGT, non mais vous l'entendez qu'il parle de l'économie française, il parle de quoi? Il parle de France Télécom, il parle de Renault, il parle de la SNCF. Jamais, jamais il parle des PME. Eh bien, je terminerai mon propos en disant une dernière statistique. Les PME, c'est 99,84% des entreprises en France, vous entendez? 99,84% des entreprises en France sont des PME. On n'en parle jamais dans les livres d'économie. Eh bien, ma conclusion, c'est que la PME, c'est le tiers-État. Je dirais même que c'est le tiers-État permanent. Merci. Voilà.